D'accord. Donc, pendant que Benjamin Gentil essaye de régler ses derniers soucis, donc bienvenue à toutes et tous pour les rendez-vous de la classe d'or, le webinaire mensuel. Donc, la thématique de ce mois-ci, c'est au théâtre du réel. On va s'intéresser aux arts de rue en lien avec l'espace public. Et ce qu'on a prévu pour ce petit webinaire, c'est deux interventions d'une quinzaine de minutes environ et qui donnera le temps d'échanger ensuite, peut-être 15-20 minutes. Vous pourrez poser vos questions à nos deux intervenantes que je vais présenter en vraiment quelques mots, hein, puis je les laisserai compléter et corriger si besoin. Donc d'abord Stéphanie Ruffier, qui est enseignante à Paris-Sorbonne Université en classe préparatoire aux grandes écoles et qui est par ailleurs journaliste. Une intervention qui s'intéressera donc aux arts de rue en travaillant le lien entre spectacle et environnement notamment, et en présentant l'espace public comme lieu de rencontre et de démocratisation culturelle. Donc Stéphanie, si tu veux ajouter un petit mot, ou si c'est bon. Je veux juste ajouter que j'enseigne également dans un lycée du Jura en spécialité théâtre, des spécialités qui sont un peu menacées ces temps-ci, donc je tiens à le signaler. D'accord. Bah, merci Voilà. pour la précision, effectivement. Et puis ensuite, bah, on pourra mettre l'intervention en dialogue avec celle de Caroline Spo, qui est responsable des relations publiques et territoires au Centre national des arts de la rue et de l'espace public à Marseille. Et là, l'idée, c'est d'envisager la cité phocéenne à hauteur d'enfant. Et il me semble que des outils, notamment une mallette, sera présentée, des outils de sensibilisation aux arts de rue et d'accompagnement des activités dans les différents quartiers. Et même chose, si Caroline, tu veux ajouter un petit mot. Bonjour à tous, tout va bien. Très bien. Au niveau du chat, est-ce que tout le monde entend correctement? Il n'y a pas de souci, Sony. Ouais, Oui, très bien. Benjamin, si c'est OK pour toi, moi je suis prêt à lancer le diapo pour la première intervention, mais tu veux rajouter quelque chose? ouais. Donc c'est des webinaires qui sont organisés depuis 5 ans par la Fabrique des communs pédagogiques qui visent à aborder la question de l'apprentissage dehors et hors les murs à travers une infinité de prismes possibles. Voilà, et on est content de parler des arts de rue aujourd'hui parce qu'on a fait des rencontres internationales de la classe dehors à Marseille où on a eu le plaisir de rencontrer lieux publics. Et puis Stéphanie parle truchement de tout le mouvement de l'urbanisme culturel qui est une source aussi importante que tous ceux et toutes celles qui travaillent dans l'éducation à l'environnement et au vivant. Et ça montre bien que le dehors est un tout. Voilà, j'espère qu'on va passer une bonne heure ensemble et je retourne à mes petits soucis techniques. À tout de suite. Alors, bah, je prends le relais, je vais lancer la présentation de Stéphanie. Donc, vous me dites si le partage d'écran fonctionne et puis je lui laisserai la parole pour une 10-15 minutes, voilà, avant la seconde intervention. Donc, normalement, le partage est lancé. Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est tout bon de votre côté? Ok, pour moi ça fonctionne. Super. Et ben, dans ce cas, bah, je te laisse la parole. Ok, bah bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis donc enseignante et journaliste dans ce domaine des arts de la rue et je voulais commencer par l'idée d'une théâtralité et d'un spectacle vivant qui se trouve hors les murs. Ça a été pendant longtemps le nom d'une asso, hors les boîtes noires, hors les boîtes blanches. Et donc les arts de la rue, c'est difficile à définir parce que ils ont une identité plurielle, fluctuante, pluridisciplinaire, et ils n'aiment pas trop d'ailleurs qu'on cherche à les définir. Alors peut-être que vous connaissez les buskers. C'est-à-dire ces gens qui, dans la rue, aménagent un petit espace au milieu du trottoir, au milieu d'une place, pour jongler, pour cracher du feu, certains musiciens de rue également, les traditions de bonimenteurs. Sans doute aussi avez-vous vu quelques spectacles de cirque, de marionnettes, de fanfares, de parades, ou alors vous êtes vraiment des passionnés et vous avez vu des spectacles qui engagent davantage de dramaturgie, de narration, voire du texte, parce que quand on pense rue, on pense souvent à des spectacles visuels. Mais il y a aussi des gens qui défendent ardemment du texte. Alors j'ai mis en première photo, ici on voit les Grooms, une compagnie historique des arts de la rue, parce qu'on voit la voiture qui essaye de passer dans cette rue. Alors c'est du baronnage, hein, ce qu'on appelle du baronnage, c'est un complice qui passe par là.
Et on voit donc que le flux de la rue est coupé, le public est derrière et occupe vraiment l'espace public. Voilà, donc si vous adorez les arts de la rue, sans doute avez-vous déjà découvert les festivals qui existent en Suisse, comme la plage des Six Pompes, la Cité à Lausanne, le Castrum à Yverdon. Et puis je signale un petit nouveau qui s'appelle Dehors, justement, et qui est né à Genève, et qui utilise le tracé du tram pour essaimer du théâtre de rue un peu partout, dans les quartiers et villages alentours. Et puis en France, nous avons les historiques Chalon dans la rue ou Aurillac. Voilà. Donc c'était pour un peu poser le décor et de signifier un peu plus précisément de quoi on parle donc d'un art assez vaste, avec une transdisciplinarité très forte. On peut passer à la seconde diapo. Pour me présenter un petit peu davantage, je dirais que je suis le rêve un peu de tout sociologue, puisque moi je viens de la campagne, j'allais avec mes amis le samedi faire la ville, on appelait ça, on faisait des allers-retours dans la rue piétonne. Et on avait des pratiques culturelles qui étaient plutôt le ciné. On avait des tickets du CE Peugeot de mon père et on se baladait donc dans la rue piétonne. Et comment j'ai rencontré les arts de la rue? Ben, j'ai mis, c'est le rêve un peu de tout sociologue des publics. C'est une rencontre totalement fortuite en espace public. Je marche dans la rue et je vois ces gens que vous voyez là, nus, quasiment nus, tout coloré. Il s'agit de la compagnie L'Utopie, les gens de couleur. Et je me pose immédiatement des questions de politique culturelle sans le savoir. Je me dis, mais j'ai pas payé l'entrée. Comment se fait-il que je sois à un spectacle? Je me demande à quoi ça sert, puisqu'ils sont un peu comme nous, ils frayent dans la rue, il y en a certains qui sont dans une cabine téléphonique, oui, c'est une vieille époque, ou d'autres qui achètent du tabac. Et donc, je me dis, bah, qu'est-ce que c'est? Je vais voir, parce que je sais qu'il y a un endroit qui s'appelle le Centre d'arrêt de plaisanterie. Et là, on m'invite, on me dit, bah, viens, ça s'appelle du théâtre de rue, et je découvre tout un univers. Donc, c'est un univers qui est à la fois, qui est très multiple. Il y a des familles très, très différentes et des gens qui s'en revendiquent, qui viennent de tous horizons. Dans les années 80, 2000, c'est plutôt des gens qui viennent de la saltimbanquerie ou alors qui ont une politique très brechtienne, très marxiste. L'idée, c'est de sortir des salles, d'aller rencontrer d'autres publics, donc d'aller là où se trouvent les gens d'autres publics. Donc pour moi, en tout cas, ça avait été à l'époque un choc visuel, ma ville qui n'est pas comme à l'habitude, et puis la découverte aussi de la gratuité, très importante, et d'artistes qui se soucient d'aller chercher les gens là où ils se trouvent, dans les rues, sur les boulevards, proches des commerces, sur les places, voilà. Et par la suite, j'ai découvert donc toute une économie et des esthétiques et une histoire de reconnaissance d'un secteur. Euh, le, la diapo suivante, s'il te plaît, Julien. Merci beaucoup. L'idée, c'est souvent pour les compagnies historiques, donc j'ai mis plein de noms ici, les deux en couleur, ce sont les photographies, c'est de faire dérailler la ville et la vie. C'est un art qui, dans ses débuts, en tout cas dans ses formes françaises, est un art du surgissement, de la surprise. On déboule en ville. Quand on arrive en ville, en fait, il y a quelque chose qui déraille, qui bouscule la vie, les flux du quotidien. On le voit là avec ces grandes masses de spectateuristes qui suivent le géant de la Compagnie Royale de Luxe, ou alors avec la Compagnie Transexpress qu'on appelle souvent entre nous du théâtre de grue, qui se poste au-dessus des publics pour créer des univers féeriques dans le ciel, des balles, des mobiles qui tournent avec des musiciens. Donc on pourrait dire que les arts de la rue sont d'abord des arts à cette époque-là monumentaux, très visuels, donc assez universels, et puis transgressifs. On est encore dans un esprit de l'héritage de 68. Il s'agit vraiment de bousculer, de changer un peu les choses au quotidien. Mais aujourd'hui, on n'est plus trop dans ces esthétiques-là. C'est la photo suivante.
Aujourd'hui, dans les années de 2010-2020, on est plutôt dans la nécessité de prendre soin, de créer du commun. Et aujourd'hui, les politiques culturelles, les programmatrices et les spectatrices ont des besoins qui ont changé. On est plutôt dans une esthétique de la rencontre. Il s'agit de réanimer le vivre ensemble, de retrouver le collectif. Il y a aussi les questions de fête, comment recontacter la fête, notamment depuis le Covid et les événements qui ont suivi. Comment l'espace public peut devenir lieu de partage. Et là, on est plus proche d'une définition de l'espace public d'Habermas, qui dit que c'est un lieu d'expression d'opinion, un lieu où se discute la démocratie. Je vous ai mis trois photographies, trois petits exemples. Nena, de la compagnie Raouli, qui, à travers la recette des semen de sa grand-mère, nous invite à une spatialisation géographique, reproduit le fossé entre les Algériens et les Français et Harkis de l'autre côté. Et donc son espace est très signifiant et elle discute cet événement, la guerre d'Algérie, dans la vie des uns, des unes et des autres. À droite, on voit des enfants. J'ai choisi la compagnie de l'Agence de géographie affective, un spectacle qui s'appelle 150 mètres, où le public vit pas du tout la même chose. Trois parcours, trois publics complètement différents, selon la liberté géographique que chaque enfant a. Un- on va vivre un parcours de 150 mètres quand on est enfant de parents en couple. Il y a les enfants d'autrefois qui ont, eux, le droit de faire jusqu'à 7 kilomètres à vélo, en général, hein, c'est une statistique. Et puis, il y a les enfants de divorcés qui, eux, ont un peu plus de distance, de liberté et vont pouvoir parcourir en général 1 kilomètre, 1,5 kilomètre. Et donc le public va pas du tout vivre la même chose dans l'espace. Et puis le petit dernier en bas à droite, c'est l'étendue qui rappelle un événement traumatique à la libération après la Deuxième Guerre mondiale en France. Idem, le public vit pas les mêmes parcours et il va vivre trois réactions différentes à l'envahisseur nazi et trois histoires qui vont se réapproprier l'histoire des tondus, ces femmes qui ont été tondues après la libération. Voilà, donc c'était pour montrer que ce sont des spectacles qui osent du texte, qui osent séparer les publics et les regrouper, créer du rassemblement, du questionnement ensemble. Et souvent, ça crée beaucoup de discussions à la fin des spectacles pour se partager les différentes visions. Diapo suivante. Est-ce que je dois accélérer, Julien? Hein, c'est OK. Alors, dans ces spectacles, souvent, il s'agit vraiment de prendre en compte l'in situ, de regarder autrement la ville, les lieux, d'aller voir dans une rue fréquentée, se mêler à la fréquentation de cette rue, comme à droite, ou dans une cité, ici à gauche, ça se passe à Sotteville-les-Rouen. Il s'agit de changer notre regard, d'observer comme le spectacle nous déplace. Ces deux exemples, ce sont des déambulations. Donc le public est amené à marcher, à déambuler avec le spectacle lui-même, qui contient dans sa dramaturgie une histoire de déplacement, une histoire de changement géographique, mais aussi une histoire de vie qui nécessite du déplacement. À gauche, la compagnie La Hurlante, le spectacle s'appelle La Fugue. Il s'agit de suivre une cavale. C'est un type qui s'est évadé, qui veut retrouver sa mère et ses potes de l'époque pour rediscuter les événements. Et celui de droite, c'est la ronde. Ça évoque le harcèlement scolaire à travers une jeune femme qui dit non à l'époque à un événement politique et qui se souvient petit à petit qu'elle n'a pas su dire non en classe quand une de ses camarades se faisait harceler par son groupe. Voilà, donc l'idée c'est aussi de décentrer son point de vue, d'être comme dans le roman, quelque part un peu en empathie avec le personnage et de vivre ses émotions et de regarder sa ville autrement, avec le regard de ses usagers et usagères, avec celui des personnages qui, fictivement, y ont vécu, y ont traversé quelque chose, un- un- un événement de vie, et donc le point de vue au sens géographique va être sollicité. C'est pour ça que dans la dernière diapo, comme idée de travail que je propose à mes élèves ou à mes étudiants et étudiantes, il y a de se coller aux pratiques de ce type de spectacle et par exemple de dériver.
à la manière de Guy Debord. Je vous invite à relire ou à découvrir son texte sur la dérive, où il propose de changer nos manières psycho-affectives de nous déplacer dans les villes ou d'ailleurs à la campagne avec des protocoles. Alors, quelques exemples, j'invente des protocoles avec les jeunes et par exemple, certains partent en suivant la couleur rouge. Et partout où ils vont voir au lointain la couleur rouge, ils vont la suivre. Ou autre idée, on prend, pas tous ensemble, hein, on essaie d'être discret, un transport du début à la fin, un tramway ou un bus. Et puis, on va regarder ce qui s'y passe. Voilà, puis il y a plein de protocoles à inventer, des filatures s'ils sont un peu audacieux et un peu plus âgés. Euh, Ça passe aussi par des récoltes. Et là, je m'inspire de compagnies comme le deuxième groupe d'intervention ou Gilles Malatray. Ça peut être des récoltes de sons. On va dehors, on se trouve à des points d'écoute et on va noter toutes les paroles qu'on entend, enregistrer des dialogues, des bruits. On va cartographier les bruits de la ville. Ça peut être des objets abandonnés qu'on trouve par terre ou prendre des photos comme si on était des touristes dans la ville. Et donc, il s'agit souvent de revisiter sa propre ville, de la regarder autrement, d'observer les flux. On observe là où les gens passent, là où ils ne passent pas, ils font des écarts. On essaye de se mettre à des endroits où on se dit que la voie pourrait porter avec un mur derrière, où on se hisse sur du mobilier urbain et on commence déjà un peu à réfléchir comment faire prendre la parole dans l'espace public, comment faire sonner un texte éventuel ou une chanson. On réfléchit aussi beaucoup à comment créer des fêtes impromptues à la manière de compagnies comme UCIné, comment dans la ville peuvent soudain fleurir des moments de courte communion. Et l'idée, souvent, qu'on essaye de faire, c'est vraiment de matcher avec l'architecture, l'histoire de la ville, mais aussi les histoires personnelles. Et on en vient à écrire des récits. Ça peut être également des choses dansées, des mouvements euh, qu'on va placer dans l'espace public. On va essayer de faire du lien entre l'histoire d'un lieu, ça peut être son histoire architecturale, son histoire, l'histoire avec un grand H, des événements qui seraient passés dans ces endroits-là, et des histoires personnelles, je sais pas, la place sur laquelle on est tombé amoureux, la place sur laquelle on a quitté son meilleur ami qui partait faire des études ailleurs, etc. Et voilà, l'idée c'est de se rencontrer à la manière des arts de la rue dehors, de créer de courtes formes qui vont vraiment prendre soin de la ville, des autres, de ceux qui y vivent également, puisqu'il y a souvent des commerçants et des usagers. Et on va apprendre comme ça, avec le regard, à scanner l'espace, le lieu, pour y créer une courte incise, un petit déraillement ou de la poésie, y faire entrer un peu de beauté. Voilà. Et merci beaucoup pour cette riche présentation. Alors normalement, j'ai arrêté le partage d'écran, donc on devrait se revoir. Je vais peut-être pas poser de questions moi maintenant, juste une petite remarque dans le chat. Quelqu'un demande, Maya, si vous pouvez rappeler le nom de ces spectacles. Merci, parce qu'effectivement, il y a beaucoup Oui. d'activités et de spectacles qui ont été présentés. Donc peut-être que si tu as l'occasion d'indiquer dans le chat quelques informations, ce serait parfait. Oui. Voilà. Et je ne sais pas si dans le chat vous avez une petite question rapide à poser ou si sinon on va attendre la fin de la deuxième présentation pour commencer le temps d'échange, mais sinon n'hésitez pas à vous manifester. Je ne vois pas spécialement de réaction, donc je propose de laisser la parole maintenant à Caroline Spo pour, dans le prolongement un petit peu de cette présentation. Juste une petite question, avec quels étudiants travaillez-vous? Peut-être une question de précision. Alors, je travaille avec des élèves de la seconde à la terminale en lycée qui sont en spécialité ou en option théâtre. Je travaille également, alors c'est pas du tout, ce sont pas du tout les mêmes objectifs, avec
des étudiants qui sont soit en master projet culturel en espace public à Censier, et là, je leur parle plutôt de l'histoire et des esthétiques des arts de la rue. À Dijon, je travaille avec un master écriture. Ça les bouscule beaucoup parce que ce sont souvent des étudiants et étudiantes qui aiment la solitude dans la chambre, la solitude de l'écriture, à la limite en terrasse de café pour écrire. Mais là, donc, je les invite à aller dehors. On est pendant plusieurs jours dehors, on écrit dehors et je leur montre plein de spectacles pour qu'ils puissent s'en inspirer. Et puis à Besançon, ce sont des étudiants en art du spectacle, mais même si ce sont des étudiants qui aspirent souvent à être comédiens, comédiennes ou metteurs en scène, aller dehors, c'est toujours un petit frisson, notamment pour la crainte du ridicule. De... Et c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié, mais quand on fait masse, quand on sort à 30 voire 70 dehors, il se passe immédiatement quelque chose. Les gens nous lisent aussi comme des intrus. Et quand on fait quelque chose, ils disent, ah, ça doit être une manif pour l'Ukraine ou la Palestine. Ou, ah, c'est des étudiants de médecine qui sont en train de faire un bizutage. Enfin, ça interroge immédiatement. Voilà, pour les publics. Merci beaucoup. Euh, Caroline, est-ce que tu souhaites partager ton diapo? On essaye comme ça? Ouais, alors mon partage n'est pas activé, donc je pense qu'il faut faire une petite manip. Hein. Sinon, je t'envoie le document. C'est plus simple. Hmm. Est-ce que tu peux réessayer le partage? Tu fais Hop, une manip? ça marche. Ok. Alors, non, ça marche pas. Bon, je vais te l'envoyer. Excusez-nous. Pendant ce temps-là, je vous Donc, mets toutes les références des spectacles que j'ai nommés. volontiers, volontiers. Ah, puis il y avait une dernière slide que j'ai pas montrée. C'était mon, c'était mon compte Insta qui recense donc plein de spectacles, d'actualités des arts de la rue. Et Je te propose de le remettre pendant la discussion, si tu veux, je le remettrai. oui, ok. Et puis les supports sur lesquels j'écris pour parler de ces spectacles. Voilà, c'est dans ta boîte mail, Julien. Ouais, on regarde ça tout de suite. Le temps que ça arrive, voilà, très bien, je l'ai. Ok. Normalement, le diapo est lancé. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Eh ben, on t'écoute, Caroline. Merci. Eh ben, bonjour à tous. Donc moi, c'est Caroline Spo. Je suis donc responsable des relations publiques et territoires chez Lieux Publics, qui est un centre national des arts de la rue et de l'espace public basé à Marseille, à la Cité des Arts de la Rue. Donc je vais vous parler un petit peu du lieu où je travaille, qui permet un peu mieux de comprendre les actions qu'on peut mener sur le territoire marseillais et les quartiers qui nous entourent. Et ensuite, je rentrerai un peu dans le cœur des actions qui m'ont semblé intéressantes à vous partager pour la thématique d'aujourd'hui. Lieu public, donc je l'ai dit, hein, c'est le premier CNAREP de France. Il y en a 13 autres en France qui sont 13 autres structures culturelles du même type qui sont labellisées Centre national des arts de la rue et de l'espace public. Chacune ont leur projet.
À Marseille, le projet, avec la Cité des Arts de la Rue, nous permet d'intervenir beaucoup sur des projets de territoire, sur des projets en lien avec les quartiers qui nous entourent, autour d'actions culturelles, de projets artistiques, et bien sûr de répondre à la première mission des centres nationaux des arts de la rue, qui est d'accompagner la création artistique en espace public. Donc on accueille toute l'année des artistes venus faire des temps de résidence chez nous et qui bénéficient de toute la chaîne de compétences qu'on leur met à disposition sur le lieu, de la production, de la communication, de la relation au spectateur, du travail partenarial sur les territoires, etc. Donc la Cité des Arts de la Rue, je vous invite à venir visiter si vous ne connaissez pas, implantée à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, aux Égalades. On est sur un site de 36 000 mètres carrés qui est vraiment dédié à ce travail de création en espace public, qui aujourd'hui, alors j'ai mis 17, mais en fait on est 19 structures culturelles installées et organisées à travailler autour de ces sujets-là et donc à travailler autour des différentes formes, des différentes esthétiques des arts de la rue, comme l'a précisé Stéphanie. On essaye de travailler ensemble autour d'une gouvernance partagée sur différents sujets, puisque le lieu est effectivement organisé avec des espaces communs. Donc on travaille aussi sur des manières de collaborer ensemble sur ce territoire-là. Et donc, à l'intérieur, il y a tout un tas de pratiques et de métiers différents. Donc, on retrouve les constructeurs de décors, on retrouve des scénographes, des personnes qui sont vraiment rompues à l'accompagnement des artistes sur des projets de territoire, puisque l'idée, c'est d'aller travailler sur des questions qui sont reliées à la fabrique de la ville. Donc on est beaucoup sur des demandes d'artistes qui veulent travailler au plus près des territoires et notamment des quartiers populaires dans lesquels on est implanté. C'est un site qui a aussi une école, la FEAR, qui accueille des étudiants pendant 2 ans formés à un master d'art en espace public. Une équipe de médiation culturelle que je pilote. Voilà, donc toute une chaîne de compétences pour accueillir des artistes et leurs projets sur les territoires. Tu peux avancer. Julien, merci. Je voulais vous Oui, parler c'est la bonne slide. Oui, c'est bon. Je voulais vous parler d'un des projets qu'on mène. On a beaucoup de projets avec le jeune public, bien que ce ne soit pas notre spécialité. On travaille avec les enfants des territoires qui nous entourent. Et donc, je voulais vous présenter quelques actions avec ces publics-là. La Cité aux enfants, c'est un des grands projets qui nous occupe tout au long de l'année, qui se passe chaque année au mois de juillet et qui consiste c'est un projet d'action culturelle où 5 compagnies artistiques professionnelles déploient des ateliers, différents ateliers, danse, théâtre, cirque, art visuel, musique, des ateliers donc artistiques pour des enfants âgés de 6 à 11 ans. L'idée pour nous, c'est de toucher des enfants qui vont pas partir en vacances, qui n'auront pas accès à de la colonie de vacances, qui n'auront pas accès à du centre aéré. Voilà, on cherche à cibler les enfants qui sont en pied d'immeuble dans les territoires qui nous entourent, de capter ces enfants grâce à des associations de proximité et de les ramener vers la Cité des Arts de la Rue pour leur proposer ces temps d'ateliers artistiques et de rencontrer à chaque fois un binôme d'artistes qui leur permet de pratiquer pendant tout le mois de juillet différentes formes artistiques. À l'issue de ces ateliers, les enfants en fait construisent un spectacle qui sera diffusé le 31 juillet, le dernier jour de la Cité aux enfants, et consacré à ce temps fort de restitution où les enfants donnent à voir à leurs parents, à tous les partenaires associatifs, les résultats de leurs ateliers autour d'un temps très festif, comme on peut le voir dans la petite vignette en bas à gauche. Voilà, chaque année, on choisit un des quartiers où on va faire cette grande parade. Ça prend une forme déambulatoire où les enfants, donc faut imaginer, on est sur entre 100 et 200 enfants qui donc défilent,
costumés et font voilà, un tour de leur quartier avec une présentation de tout ce qu'ils ont acquis comme expérience artistique pendant tout ce mois de juillet. Et voilà, donc la Cité aux enfants, c'est pour nous une action importante qui est soutenue par la DRAC, par la ville de Marseille, par la métropole et par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Donc un soutien un peu multi-institutionnel pour ce projet-là. On peut passer. S'il y a des questions, peut-être je répondrai à la fin. Je voulais vous parler aussi de cette thématique qui traverse beaucoup de sujets à la Cité des Arts de la Rue, qui est ce qu'on a appelé la Cité à hauteur d'enfant. Donc, la Cité des Arts de la Rue, c'est un lieu qui au départ n'a pas été spécialement pensé pour accueillir le public, et encore moins pour accueillir le public de 1,20 m. Donc, on réfléchit activement avec de nombreux habitants de la Cité des Arts de la Rue à comment on peut mieux accueillir en tout cas les enfants qui viennent très régulièrement visiter la cité, soit avec leurs écoles, soit avec leurs centres de loisirs, soit avec leurs parents tout simplement en autonomie. Donc c'est un lieu qui se visite et donc nous, on a un peu essayé de cibler en priorité les écoles qui nous font des demandes de visite et on travaille avec eux à mieux les accueillir et organiser des visites qui soient plus adaptées aux enfants. Donc on fait, pendant nos visites guidées, en fait, on en profite toujours pour faire des ateliers avec les enfants sur des cartographies sensibles, par exemple, pour leur faire de travailler leur imaginaire sur le site, qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils traversent tel espace de la cité, quelles idées ils auraient d'aménagement, d'amélioration. Donc voilà, on a tout un tas d'outils pédagogiques pour les faire travailler, dessiner, imaginer, photographier les lieux de la Cité des Arts de la Rue pour nous faire un peu évoluer sur ce site pour qu'il soit plus, encore une fois, plus accessible. L'idée, c'est aussi de leur donner un peu la parole et en fait de leur donner l'occasion de construire ce lieu avec nous, puisque c'est un lieu qui est en restructuration depuis 2 ans. Des travaux ont commencé et donc il y a encore le temps, l'espace-temps en tout cas de construire ce site avec eux. Et donc, ça se fait en lien avec les écoles et ça se fait aussi de manière non déconnectée de ce qui se passe dans le reste du quartier. Donc, on essaye de prendre un peu de hauteur aussi, de sortir de la Cité des Arts de la Rue et de réfléchir à l'échelle du quartier. Donc, voilà, ça fait partie des grands sujets sur lesquels on travaille régulièrement. Et l'un des outils qu'on a et qui nous aide beaucoup à introduire le travail qu'on mène à la Cité des Arts de la Rue, c'est cette mallette pédagogique. J'ai essayé de vous mettre des photos un peu explicites, c'était pas évident. Alors, ça ressemble à une grosse boîte qui peut se porter en sac à dos, comme on peut le voir sur la photo de gauche. Et cette grosse boîte, en fait, permet de déployer différentes formes artistiques. Ça permet, en fait, de faire ressortir les différents oui, formats qu'on peut retrouver dans les arts de la rue. La forme plus théâtrale, théâtre de rue, plus statique, la forme déambulatoire, participative, la forme où des fois le spectateur est seul avec l'artiste. Euh, les formes chez l'habitant aussi, quand on place des artistes, je pense à ce projet Grand Ensemble de Pierre Sauvageau, voilà, qui se passait dans chaque appartement d'un immeuble. Voilà, donc ça c'est vraiment notre outil du quotidien qu'on utilise avec les enfants, mais pas que. C'est aussi un outil qu'on utilise avec tous les publics pour partager un peu les différentes formes, la diversité des formes des arts de la rue. Et c'est un outil qui a été fabriqué par des étudiants en design social et urbain de l'école de design de Marseille, avec nous. Et diapo suivante. Et l'un des projets aussi qu'on peut mener en régularité sur les territoires qui nous entourent, c'est un peu ce que disait Stéphanie tout à l'heure sur cette histoire de recontacter la fête.
On est très présent sur les fêtes de quartier. À Marseille, il y en a à peu près dans tous les quartiers. C'est des fêtes très populaires, très mobilisatrices de familles et d'enfants notamment. On a beaucoup, beaucoup de présence d'enfants dans ces fêtes-là qui rassemblent à chaque fois tout le tissu associatif d'un quartier autour d'un temps très convivial, très festif. Et chaque année, on choisit trois quartiers de Marseille sur lesquels on va s'implanter pendant toute une année pour accompagner artistiquement ces fêtes-là. Donc faire une proposition artistique avec une compagnie qui permette à la fois de tisser des liens avec les associations locales, mais aussi de pratiquer par exemple des ateliers avec les enfants en amont de la fête pour ensuite, le jour J, déployer une proposition qui peut prendre vraiment différentes formes. Donc là, je vous ai mis deux exemples à gauche, plutôt une expérience d'installation qui a été construite avec les enfants et avec un collectif d'artistes qui s'appelle l'Échelle, qui est implanté à la Cité des Arts de la Rue. Où les enfants ont complètement détourné l'usage premier qui était plutôt euh, à observer plutôt qu'à pratiquer. Mais du coup, on a beaucoup aimé l'idée que ça puisse grimper partout. Et les matelas qui étaient censés servir d'œuvre ont finalement servi euh, de zone d'atterrissage de cette installation. Et à droite, on est plutôt sur une forme circassienne où ce duo qui s'appelle le cirque immersif a travaillé cette proposition avec les enfants. Donc il y a eu des ateliers de pratiques de voltige et de machinois sur le quartier, en amont de la fête de quartier et à l'issue. Donc ce temps de spectacle qui a permis de donner à voir aux enfants les possibles en plein cœur de leur quartier. Ça peut prendre la forme aussi de ce que je disais, d'habillage de la fête, c'est-à-dire de création d'affiches grand format, faites à partir des dessins des enfants. Donc pareil, des ateliers qui permettent en amont de travailler avec ce public-là sur ces fêtes-là. Je crois que j'ai fait le tour. Il me reste peut-être la dernière diapo, mais je crois que c'est la fin. Voilà, bah, je vous ai remis juste mes coordonnées et puis voilà, s'il y a des questions, avec plaisir pour y répondre. Ah, merci Caroline. Donc effectivement, il nous reste 10 bonnes minutes pour échanger, pour éventuellement poser vos questions si vous en avez aux deux intervenantes. Ça peut être aussi faire des remarques et notamment peut-être que vous avez des projets en dehors de Paris ou Marseille, mais qui font écho, qui répondent à ce qui a été présenté ici. Donc vous pouvez prendre la parole directement, vous exprimer dans le chat comme vous voulez. Peut-être que Benjamin a un premier commentaire à faire. Ouais, on va envoyer le replay aux 226 inscrits du webinaire. Je reçois des mails depuis tout à l'heure, mais j'en reçois trop, donc j'ai lâché l'affaire. J'arrivais pas à gérer. Oui, rapidement, simplement pour dire Habermas sur la démocratie et l'espace public comme espace de parole. Je pense que c'est un élément majeur à rappeler le dehors comme espace de rencontre avec son milieu, milieu naturel, milieu vivant, mais aussi milieu anthropique et un espace où discuter entre êtres humains. Et ça rappelle l'enjeu citoyen massif aussi dans le aller vers et dans le aller dehors pour les enfants, pour réapprendre à dialoguer dans des moments où c'est de moins en moins faisable. Ça, c'était le premier rebond. Le second, je trouve intéressant de rappeler que le lieu public initialement n'était pas fait pour recevoir du public. Donc ça montre qu'on est tous concernés et que c'est important de tous se poser la question et aussi de se poser la question de l'enfance. Et c'est marrant de se l'entendre dire en miroir parce que paradoxalement, les arts de rue sont, je le disais très rapidement au début du webinaire, sont une des influences majeures qui ont porté au développement de l'éducation dehors. En France, ces dernières années. Et simplement, je voulais mentionner un projet sur lequel travaille actuellement la Fabrique des communs pédagogiques. Il y a eu les enfants en chante Poitiers, les enfants en chante Marseille. On essayait d'organiser massivement la sortie d'enfants sur un territoire donné, sur une temporalité donnée, pour montrer que c'était faisable à large échelle. Et un des débouchés de ce travail expérimental, c'est donc un travail refocalisé autour des pratiques artistiques et culturelles dans lequel on va essayer de permettre
à des enfants de tous âges, dans le cadre scolaire, au centre social, au centre de loisirs, de se réapproprier des espaces publics de nature ou de culture, une place minérale ou un petit parc dans lequel répéter tout au long de l'année euh, un spectacle de théâtre, du chant. Des performances faisant appel au numérique, bref, tout type de spectacle vivant et de performance, mais d'avoir une pratique régulière chaque semaine, c'est ça une des distinctions entre la sortie scolaire et le dehors, la régularité, donc leur offrir l'opportunité de répéter régulièrement, de faire avec des artistes évidemment, mais avec les ressources du territoire. Par exemple, c'est cool quand on se retrouve sur une place et que sur la place, il y a une librairie au hasard. Il y a forcément des choses à faire avec le libraire, qu'il y a un banc, et un banc et un cafetier avec des gens qui sont souvent, et c'est ça ce qu'offre le dehors, et avec en fin d'année nos représentations dans l'espace public. Et ça, finalement, c'est reprendre l'esprit du hors les murs et le coller à l'enfant aussi dans une perspective de développement et d'émancipation. Il y a des travaux en neurosciences dont je pourrais pas vous citer le nom des chercheurs parce que je les ai pas en tête, mais qui montrent qu'en fait, l'émancipation par les pratiques artistiques et culturelles, notamment chez les enfants venant de milieux favorisés, elle ne passe pas par l'exposition une fois dans sa vie ou trois fois dans sa vie à aller au musée, aller au théâtre, mais bien par la pratique artistique répétée et par la possibilité de créer et de diffuser. Et c'est ça qu'on va essayer de faire, et notamment, on va pas réussir à financer un artiste pour un an par classe. Il y a 1 million de classes, j'exagère un peu, mais on est sur cet ordre-là. C'est massif le nombre de classes qu'il y a. Donc la chose qu'on aimerait expérimenter, c'est de travailler avec des artistes pour leur faire créer des protocoles en étant dûment rémunérés et en respectant leur statut et leur travail, des protocoles qui peuvent être animés par des enseignants en autonomie en fait, et donc permettre à un enseignant qui a bien même pas spécialiste du chant choral, d'emmener régulièrement ses élèves pour créer leur chant choral, chanter et proposer un spectacle en fin d'année. Voilà, et alors on va voir ce que ça va donner. On va essayer d'expérimenter ça à Poitiers en 2027, à Marseille en 2028. Tout est à tester, tout est à rater, évidemment. On va beaucoup rater pour apprendre deux, trois trucs. Euh, mais c'est une manière dont nous, on se saisit, non pas d'un héritage, parce que les arts de rue sont plus vivants que jamais, mais en tout cas dont on essaye de s'inspirer de l'âme et de ce qui a été insufflé par les arts de rue et se le réapproprier dans des cadres d'apprentissage et d'émancipation, que ce soit à l'école, au centre de loisirs ou au centre social. Voilà. Et je dois dire que le mouvement de l'urbanisme culturel, je le répète, et la FEAR ne sont pas du tout pour rien dans ce projet qui naît aujourd'hui au sein de la FAPEDA. Donc je finirai par merci à Caroline et à Stéphanie et à toutes celles et ceux qui sont derrière vous et qui portent les arts de rue au quotidien. Merci Benjamin. J'ai envie de rebondir sur une question d'Étienne dans le chat qui demande dans une commune où il n'y a pas de bourg-centre. Alors, un de mes lieux d'enseignement, c'est dans le Jura, vraiment dans un endroit campagne-campagne, qui d'ailleurs, c'est une option théâtre qui avait été créée à la grande époque de la démocratisation culturelle, d'Asté à Saint-Étienne et toute cette réflexion-là d'apporter justement dans des classes de collège et lycée du théâtre à l'année et pas seulement, comme tu viens de le dire, comme sortie scolaire. Eh bien, j'ai déjà testé, en fait, toutes les années, des textes de type Mariette Navarro, qui propose de créer une ZAD dans la forêt avec son texte Zone à étendre. On a joué quasiment la moitié de l'année dehors. Et les choses que j'indiquais, d'observer l'espace, ce qui s'est passé dans cet endroit, de scanner l'organisation du territoire autour de soi, ça marche aussi bien sûr à la campagne, on n'est pas obligé d'habiter en plein centre-ville. Et puis, on traverse les saisons également. Parfois, quand il neige, on se dit, ah bah tiens, on va aller tester dehors ce que peut bien faire un texte quand on le porte dans la neige. On voit que c'est une autre diffusion du son. Et donc, on va mettre des élèves tout en haut de la petite colline d'herbe qui se trouve à côté de l'établissement. Et puis d'autres fois, de la grande proximité, chuchoter avec, par exemple, comme
Ah, comment s'appelle-t-il cette compagnie théâtre de rue Les Souffleurs. Comme les Souffleurs avec des tubes de sopalin ou de papier toilette du tout très proche à l'oreille, du très loin en haut de la colline. Voilà, on va tester aussi toutes ces choses-là. Et puis, je me souviens si une fois on avait questionné avec Vivre à la campagne. On avait monté un petit spectacle de rue, entre guillemets, parce que c'était pas dans une rue, c'était dans l'espace de l'établissement et dans les zones arborées aux alentours. Euh, ça peut tout à fait être envisageable de faire ce travail-là à la campagne. Merci Stéphanie. Pour prolonger, justement, j'ai remis ta petite diapo avec le QR code, si certains et certaines veulent en savoir plus sur tes travaux, ce que tu proposes. Normalement, c'est affiché. Je le mets dans le chat aussi, tiens, hop. Voilà, très bien. Je vois pas forcément d'autres questions dans le chat, mais bah, je voulais vous remercier aussi toutes les deux. Et puis remercier Caroline, enfin, sur l'intervention, ce que vous faites au niveau de la cité aux enfants et de penser la cité à hauteur d'enfants. J'étais peut-être juste intrigué par la petite remarque que tu as fait sur la penser la ville à 1,20 m en fait, quoi. Est-ce que concrètement, le type d'expérimentation que vous avez mené, d'activité, est-ce que ça a permis de repenser certains usages de la ville ou certains mobiliers en fonction de la taille des enfants et de penser vraiment la ville à hauteur d'enfants? Alors, il y a déjà des expérimentations qui ont permis de sortir et de fabriquer des choses avec les enfants. Alors, c'est souvent des choses qui peuvent paraître très simples, mais c'est vrai que nous, les adultes, on n'a pas ce prisme-là, donc forcément, on n'y aura pas pensé. Déjà, il y a un terrain d'aventure qui est en cours d'installation sur la Cité des Arts de la Rue. Donc ça, ça nous tenait à cœur de pouvoir aller vers ça. Donc ça a été une demande, alors pas formulée en ces termes par les enfants, mais en tout cas très très rapidement, ils nous ont partagé le fait d'avoir un espace qui soit bien à eux, construit par eux, loin des adultes. Il y a des espaces de balançoires qui ont été installés, de la végétalisation, des arbres qui ont été demandés pour grimper. Voilà, on est beaucoup parti sur la verbalisation autour de verbes. Donc, il était essentiel pour eux de pouvoir courir, escalader et grimper. Donc, on est parti de ça. Et on essaye de trouver des dispositifs qui leur permettent effectivement de voir la cité, enfin en tout cas de voir les œuvres monumentales de la cité, puisqu'il y en a quelques-unes, de leur hauteur, mais que les adultes puissent aussi voir ce que les enfants voient à cette hauteur-là, ce qui donne un aperçu aussi voilà, du point de vue des enfants. Voilà, on en est là. C'est en cours et c'est un travail de longue haleine. Je pense que encore quelques années de réflexion partagée avec eux. Effectivement, un travail de longue haleine, mais qui est déjà entamé. Moi, ça me permet juste de faire un petit lien avec le prochain webinaire, en fait, qui sera consacré à l'école comme le cœur battant de la ville à hauteur d'enfants. Et on a contacté une association qui travaille dans le canton de Genève et qui intervient avec les élèves dans les écoles justement pour penser le quartier à hauteur d'enfants, en leur faisant imaginer des maquettes, en leur faisant concevoir des projets à travers, en leur demandant à quels usages, un peu sur comme vous le proposez avec les verbes, quoi. Quels usages ils aimeraient pratiquer dans leur quartier et dans leur école. Et finalement, il y a des propositions qui ont été intégrées dans le plan de rénovation du quartier. Donc, on voit que c'est possible de donner un Mm. vrai rôle politique aux enfants pour construire cette ville à hauteur d'enfants. Voilà. Donc, je pense que ce sera intéressant de mettre en dialogue ce qui se passe à Marseille et ce qui se passe en Suisse voisine. Tout à Voilà. fait. Alors d'ailleurs, si je peux intervenir, dans ma ville, à Besançon, comme dans beaucoup, il y a le conseil municipal des jeunes. Et les jeunes interviennent directement avec une enveloppe financière sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Je ne sais pas si ça existe en Suisse, si les enfants ont des conseils, participent aux conseils municipaux. C'est un peu plus compliqué que ça, mais effectivement, enfin, ça pose la question s'il y a des moyens financiers, hein, si on leur donne Mm. les cordons de la bourse, est-ce qu'eux peuvent aussi concrètement mettre en place des aménagements? Bah, on pourra prolonger ces discussions justement au prochain webinaire qui aura lieu le 1er juillet à la même heure. Et je vois juste voilà, une remarque de Étienne Anctil
comme dans les projets de revégétalisation des cours d'école à Clermont-Ferrand, qui interrogent les besoins et usages des enfants. Effectivement, il y a tout un mouvement de renaturation, on peut dire, enfin, pas renaturation, mais plutôt, certains parlent de décroûtage des cours d'école Débitumisation. ou de débitumisation, disons qu'il y a des débats sur le terme employé, mais où justement on donne un rôle aussi pédagogique à ce qui est d'abord mis en place pour lutter contre les îlots de chaleur et on fait intervenir les enfants dans les choix en fonction des usages qu'ils revendiquent pour ces espaces. Peut-être, bah, il reste une minute. Est-ce que Benjamin, tu veux dire le mot de la fin? Je Non, vois pas ça me d'autres sert bien, questions pour trop l'instant. d'honneur. Merci et vive les terrains d'aventure. Et ça manque juste que tout ça sont des démarches partenariales. Lieu public ne se fait pas seul. Stéphanie n'agit pas seule et c'est toujours des démarches Mm. qu'on mène collectivement avec les acteurs de son territoire. Voilà, et c'est peut-être une des leçons à retenir. Et c'est plus facile de travailler en partenariat quand on est dehors et qu'on n'est pas chez soi dans son espace où on pense avoir le pouvoir. Voilà un beau mot de la fin. Merci Benjamin. Bah, je pense qu'on va remercier encore une fois Stéphanie et Caroline pour leur intervention. Donc, elles ont laissé les contacts. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les contacter par mail, par Instagram, par les réseaux habituels. Et puis, bah, rendez-vous dans un mois à peu près, le 1er juillet, si vous souhaitez poursuivre les rendez-vous de la classe dehors. Et merci beaucoup pour votre présence. Merci. Merci.